l'étude de thermo. Alors vous allez voir, c'est une partie qui fait un peu peur de la chimie, mais une fois qu'on va voir le cours, ça ira. Et on s'entraînera après avec un petit exercice ensemble. Ok, du coup, pour commencer ce YouTube, on va commencer par des petits rappels de base du cours, donc les notions en gros les plus importantes. Donc déjà, il faut savoir qu'en thermo, en fait, on va observer des réactions qui vont se produire au sein d'un système, donc un système qui est séparé du milieu extérieur par une paroi, comme on peut le voir sur le schéma. On voit juste ici, donc on voit bien qu'il y a un système qui est séparé du coup d'une paroi du milieu extérieur. Donc en gros, on va avoir plusieurs systèmes en thermo. On va avoir le système isolé, le système fermé et le système ouvert. Le premier système, c'est le système ouvert dans lequel il y a des échanges de matière et d'énergie avec le milieu extérieur. Le deuxième système, c'est le système fermé dans lequel du coup il n'y a pas d'échange de matière, il n'y a que de l'échange d'énergie sous forme de travail ou de chaleur. Et le dernier système qui est le système isolé où du coup là il n'y a vraiment aucun échange avec le milieu extérieur. En gros la paroi on dit qu'elle est adiabatique et indéformable. Par convention, on va dire que quand un système reçoit de l'énergie, on va le compter de façon positive, et quand il en perd, on va le compter de façon négative. En gros, c'est comme sur un compte en banque, si vous recevez de l'argent, ça va être plus, alors que si vous en perdez, ça va être moins. En thermodynamique, on va retrouver des variables d'état. Dans les variables d'état, on peut retrouver la masse, le volume, la pression, la quantité de matière ou encore la température. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces variables d'état, elles ne sont pas indépendantes. Elles peuvent être liées entre elles, comme dans l'équation des gaz parfaits, PV est égal nRT. Du coup, dans ces variables d'état, on va retrouver deux types de variables d'état, les variables d'état intensives et les variables d'état extensives. Donc en fait, les variables d'état intensives, ça va être la température, la pression, elles ne vont pas dépendre de l'état d'extension du système, donc elles ne vont pas dépendre de la quantité de matière. Alors que les variables d'état extensives, comme le volume et la quantité de matière, elles vont dépendre de l'extension du système, et donc elles vont dépendre de la quantité de matière. Il existe aussi les fonctions d'état. Donc en fait, les fonctions d'état, ça va être des grandeurs qui sont extensives et qui vont dépendre que des variables d'état. Donc c'est-à-dire que les fonctions d'état, en fait, elles vont rester constantes pour un état donné du système et elles vont dépendre que de l'état final et de l'état initial. Donc si par exemple vous partez d'un certain point et vous faites ce chemin-là pour arriver à un autre point, et si vous partez du même point et vous faites genre ça, ça revient exactement au même, la fonction d'état va être la même. En fait, la fonction d'état, elle dépend vraiment que de l'état initial et de l'état final, et le chemin parcouru n'a aucune influence. Quand notre système il va passer d'un état initial à un état final, il peut passer par différentes transformations. Donc on a 4 types de transformations différentes. La transformation isobare, dans laquelle c'est la pression qui va rester constante. La transformation isotherme, dans laquelle c'est la température, cette fois-ci qui reste constante. Isochore, c'est le volume. Et adiabatique, c'est en fait quand il n'y a aucun échange de chaleur avec l'extérieur. Du coup, un autre point hyper important à comprendre dans le cours, c'est le premier principe de thermo. Donc en fait, le premier principe de thermo, il dit que l'énergie, elle se conserve, elle ne peut être ni créée ni détruite. Donc en gros, dans votre système, l'énergie que vous avez dans votre système, il ne peut pas avoir de l'énergie qui va être créée ou disparaître d'un coup, non, c'est toujours conservé, donc c'est le principe de conservation de l'énergie. Et en fait, ça stipule que la variation d'énergie interne, ça va être égal à les échanges de chaleur plus les échanges du travail. Et donc en fait, comme c'est une fonction d'état, on rappelle bien que ça dépend que le point final et le point initial. Et ne pas oublier que tout s'exprime en joules, donc que ce soit le travail, la chaleur ou la variation d'énergie interne, tout s'exprime en joules. Donc, ce qu'il faut bien retenir en fait, c'est que la variation d'énergie interne, c'est bien une fonction d'état. Donc c'est-à-dire que ça dépend de votre point d'arrivée et votre point de départ. Alors que, du coup, au contraire, la chaleur et le travail, c'est pas des fonctions d'état. Donc en fait, la chaleur du début et la chaleur de la fin, tout comme du coup le travail, ça va pas être la même. Donc ça dépend du chemin parcouru. Si vous faites deux transformations différentes, vous n'allez pas avoir les mêmes données, parce que du coup, suivant le chemin parcouru, ça va être différent. Le dernier point de cours qu'on va aborder, c'est ce tableau-là. Et en fait, ce tableau-là, c'est absolument toutes les formules que vous devez connaître par cœur. Genre, si vous connaissez ça, normalement, pour faire les exos, c'est bon. Il faut vraiment bien le connaître. Et donc là, on va essayer de voir ensemble un peu comment on peut mieux apprendre le tableau, parce que c'est vrai qu'il est un peu chiant à apprendre. Donc, vous allez voir qu'il y a une certaine logique quand même. Donc déjà, ce qu'il faut vraiment dans le tableau, c'est qu'on voit qu'il y a CV. Donc CV, qu'est-ce que c'est? En fait, CV, c'est la capacité thermique molaire d'une espèce chimique à volume constant. Et en fait, qu'est-ce que c'est techniquement?
c'est la quantité d'énergie à apporter à une mole de matière à volume constant pour augmenter de 1 Kelvin sa température. Et donc cette capacité thermique molaire, elle s'exprime en joules par mol moins 1 par Kelvin moins 1. La première colonne du tableau, c'est l'énergie interne. Donc on voit que l'énergie interne, elle dépend en fait de la température. Donc du coup, logiquement, pour une réaction isotherme, votre énergie interne va être égale à 0. Ça fonctionne pareil en fait pour les autres colonnes. Par exemple, le travail, ça dépend du volume. Du coup, pour une réaction isochore, il va être nul. Pareil pour la chaleur. Et en fait, du coup, grâce à ça, si vous connaissez un peu vos formules de base, donc de l'énergie interne, du travail, de la chaleur, vous pouvez en déduire pas mal de choses, comme le fait que, par exemple, pour une réaction isobare, la chaleur, ça va être égal à l'enthalpie, etc. Donc c'est plein de petites astuces que vous pouvez retrouver au lieu d'apprendre vraiment par cœur le tableau. La dernière colonne, c'est l'enthalpie, donc delta H. Donc delta H, ça s'exprime en joules, et en fait, elle s'exprime avec la formule N fois Cp fois delta T. Donc du coup, ça dépend de la température, et il n'y a pas d'influence du volume ou de la pression sur cette valeur. Autre notion à connaître aussi, c'est Cp. Donc Cp, en fait, c'est comme Cv, sauf que c'est à pression constante. Donc voilà. Et une relation à connaître qui est très importante, c'est la relation de Mayer. Donc du coup, voilà, c'est cette relation-là, la relation de Mayer, qu'il faut bien connaître. Si vous voulez un moyen mnémotechnique, vous retenez que Cp moins Cv, c'est d'abord le P, puisqu'il est avant dans l'alphabet. Du coup, Cp, ça s'exprime aussi en joules par mol moins 1 par Kelvin. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer à l'exercice, on va vous l'afficher tout de suite. N'hésitez pas à mettre pause et à le faire seul, comme ça on le corrigera ensemble après. Alors j'espère que vous avez réussi l'exercice, sinon c'est pas grave, on va le corriger tout de suite. Donc pour les données, on va avoir l'état 1 avec une température T1 à 75 degrés Celsius, un volume initial à 5 litres et une pression initiale dont on ne connaît pas la valeur. Après on va avoir une détente isobare pour avoir un deuxième état final avec une température finale qu'on ne connaît pas, un volume final qu'on ne connaît pas, et une pression finale qu'on ne connaît pas non plus, mais on peut déjà dire quelque chose, puisque comme c'est une détente isobare, on va savoir directement que P1 est égal à P2. Donc comme vous l'avez peut-être remarqué, là c'est un exercice très complet, on va vous demander toutes les questions. Dans les annales, c'est pas du tout pareil, on va directement aller droit au but, calculer P1 ou calculer delta U, mais là on va faire tout dans l'ordre pour que vous ayez toutes les bases possibles. On va commencer par la première question, il faut calculer la pression initiale. Donc là, c'est quelque chose que vous avez déjà fait pour SMS ou déjà être à l'aise avec. Ça va être la relation PV égale nRT. Donc maintenant qu'on a la relation, il y a une chose en thermo, il va falloir faire attention à chaque exercice avec les unités. Là, on voit qu'on a une température en degrés Celsius. Alors on sait très bien que dans la relation, c'est une température en Kelvin. On va commencer par voir chaque unité. Donc pour commencer la température, pour passer de degrés Celsius à Kelvin, il faut faire plus 273,15. Donc ça c'est en théorie, dans l'exercice vous pouvez juste faire 273, généralement c'est ce que les profs font. Et donc pour le volume, on veut un volume en mètres cubes. Donc on sait tous que 1 mètre cube c'est 1000 litres, donc 1 litre c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc une fois qu'on a tout ça, ça devient relativement simple. On va juste avoir à passer le volume de l'autre côté de la relation pour calculer P1 facilement. Maintenant, on remplace avec les bonnes valeurs dans les bonnes unités et on calcule. On va faire 3 fois R. R, c'est 8,314, c'est une constante, il faut la connaître par cœur. Et on a dit que c'était 348 Kelvin. 348. Et on divise tout simplement par 5 fois 10 puissance moins 3. Donc le résultat, ça va nous donner 17,35 fois 10 puissance 5 pascal. Petite astuce, quand vous faites vos exercices donc, sur vos cahiers ou sur vos feuilles, à chaque fois, écrivez vos unités au fur et à mesure. Ça permettra qu'une fois que vous serez devant votre copie, vous n'aurez pas de panique sur les unités. Et d'ailleurs, ils jouent dessus sur les questions aussi, donc c'est important. Donc ensuite, on nous demande de calculer le volume V2. On voit bien que dans l'état final, on n'a pas assez de données pour pouvoir calculer V2 directement avec la relation de PV égale nRT. Mais vous pouvez voir dans l'énoncé qu'on vous donne la valeur du travail. Donc avec celle-ci, je vais vous montrer comment vous pouvez calculer le volume V2. Donc on sait que la relation du travail, ça va être delta W qui va être égal à moins P delta V, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tableau, parce que c'est une réaction qui est isobare. Et avec cette relation-là, on voit bien qu'on a cette valeur-là, on a la valeur de la pression P2, et on va avoir le volume V1, donc on va pouvoir calculer le volume V2 assez facilement. Donc on va commencer par développer la relation, et on va isoler V2. On va commencer, ça va être égal à moins P V2 moins V1. Donc
delta, ça va être une différence entre l'état final et l'état initial. C'est pareil avec la température aussi. La première étape pour isoler V2, ça va être de passer le P de l'autre côté. Et vu que c'est une multiplication entre P et ce qu'il y a dans la parenthèse, on va diviser des deux côtés. Donc on va diviser par moins P de ce côté-là et par moins P de ce côté-là. Ce qui va nous donner, par les règles, ceci. Donc on a V2 moins V1 qui est égal à delta W divisé par moins P. Maintenant, on va passer V1 de l'autre côté aussi. Donc on aura V2 qui va être égal à delta W divisé par moins P plus V1. Ok, donc maintenant on pense à la même chose que tout d'habitude et ce qu'on a fait tout à l'heure, les unités. La pression, on l'a en pascal. En revanche, la valeur du travail, on l'a en kilojoules. Il faut faire attention à bien la passer en joules, sinon on aura des unités qui ne correspondent pas. Donc maintenant, on remplace les valeurs dans la relation, ça va nous donner V2 directement. Donc comme on a la valeur moins 4,5 kJ, on va le passer en joules. On fait x 10 puissance 3 ou x 1000, ce qui nous donne moins 4250 joules. Ensuite, on n'a plus qu'à remplacer les valeurs correspondantes dans la relation, ce qui va nous donner que V2 est égal à V1, donc 5 x 10 puissance moins 3 mètres cubes, moins delta W, donc moins 4250 joules, et P qui va être égal à 17,35 x 10 puissance 5 pascal, comme on l'a fait plus tôt. Maintenant, cette étape-là, vous pourrez la sauter au bout d'un moment, parce que vous voyez bien que moins et moins, ça va faire plus. Donc on aura le volume plus ces deux valeurs-là. En résultat, 7,45 x 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc pour repasser en litres, c'est l'inverse, on va faire x 1000, donc 7,45 litres. Donc là, on nous demande de calculer la valeur de V2, mais il y a des questions, on va demander est-ce que V2 est supérieur à V1 ou est-ce que V1 est supérieur à V2. Donc ça, on peut le trouver directement sans faire tous ces calculs, parce qu'on sait que c'est une détente. Donc on va venir détendre le gaz qui est à l'intérieur du volume. Donc pour le détendre, on va forcément augmenter le volume pour que les particules à l'intérieur ne soient moins serrées, etc. Donc V2 sera forcément supérieur à V1. Donc pour compenser, comme on a la relation PV égale NRT, et qu'on sait que P1 égale à P2, puisqu'on sait par la détente que V2 est supérieur à V1, si on avait la même question avec la température pour cet exercice-là, par exemple, on peut directement deviner sans calculer T2 que T2 est supérieur à T1. C'est la troisième question, on nous demande de calculer T2. Donc maintenant qu'on a la valeur de V2, ça devient super simple, on va juste faire comme la question 1, on va diviser PV égale NRT, et ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Une fois qu'on a fait tout ça, ça va nous donner que la température T2 va être égale à 518 Kelvin. Pour repasser en degrés Celsius, c'est l'inverse, on fait moins 273. Et vous avez la température T2 en degrés Celsius. Ok, donc pour la quatrième question, on va nous demander de calculer la variation d'enthalpie. Donc on va utiliser la relation qu'on a vue plus tôt dans le cours, delta H qui va être égal à NCP delta T. Donc pour CP, il va falloir utiliser la relation de Meyers pour le calculer, parce qu'on n'a que CV dans l'énoncé. Donc on sait que R c'est égal à CP moins CV, pardon. Donc avec cette relation, calculer CP ça devient très simple. Donc avec la relation, on a simplement CP qui va être égal à 5 demi de R. Donc là je vous ai fait tout le calcul, et vous verrez au fur et à mesure de l'exercice, vous saurez que quand CV c'est égal à 3 demi, CP ça va être égal à 5 demi, et quand à l'inverse CV ce sera égal à 5 demi, CP sera égal à 7 demi, on fera plus 2 demi à chaque fois plus 1. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à remplacer les données dans la relation et on aura des tâches directement. Donc maintenant, comme on a dit, on remplace les données. On va avoir la quantité de matière qui est égale à 3 moles, donc 3 fois R. R toujours la constante, 8,314, donc 3 fois 5 demi de 8,314. Et on va avoir la différence de T2 moins T1. Donc là, on peut soit faire avec les Kelvin, soit avec les Celsius. Ça va être la même différence parce que la différence est juste 373 entre les deux. Donc ce calcul-là, ça va donner 10 600 joules. Et donc pour passer de joules en kilojoules, ça va être l'inverse, on va diviser par 1000, ce qui nous donne 10,6 kilojoules si on avait besoin de cette valeur-là. N'hésitez pas, des fois, dans les QCM, ils vont vous mettre et la valeur en joules et la valeur en kilojoules, donc faites attention à ça. Finalement, la dernière question, on nous demande de calculer la variation d'énergie interne, donc delta U. Là, on va avoir deux méthodes. Soit on utilise la relation de l'énergie interne, N égale CV delta T, ça revient à faire la même question qu'avant. Ou alors, on va avoir une deuxième méthode, simplement avec delta U qui va être égal au travail plus la variation de quantité de chaleur.
sauf qu'on est dans le cas d'une réaction isobare, donc la quantité de chaleur échangée va être égale à la quantité d'enthalpie échangée aussi, donc delta Q égale delta H, qu'on a calculé la réaction juste avant. Donc comme on l'a dit, delta U c'est égal à delta W plus delta Q, donc tout simplement on remplace les données, ce qui va donner que la variation d'énergie interne, ça va être 6350 joules. Et on a fini l'exercice. Ok, du coup on espère que ce YouTube vous aura plu et que ça aura pu vous aider à mieux comprendre la thermo. En tout cas bon courage, c'est la dernière ligne droite, donc donnez tout. De toute façon pour la thermo, il faut faire que des exercices, il y a le fascicule, il y a plein de cols à refaire des autres années et les partiels blancs, donc ça ira. Bon courage. Salut.